Bonjour, bienvenue à cette table ronde, donc cette dernière table ronde de l'après-midi. Je m'appelle Jean Z, passionné comme beaucoup ou comme tous de jeux vidéo ici. Je suis curateur, journaliste, animateur aujourd'hui. Et je remercie Catherine, Chloé et Raphaël d'avoir pensé à moi pour présenter I'm welcome, si je comprends bien. Mais j'ai oublié de leur dire que j'étais plutôt spécialiste en sciences humaines, moi, pour ma part. Voilà, désolé, toutes mes excuses, plutôt qu'en sciences exactes. Les dieux des sciences exactes ne se sont pas penchés sur mon berceau, mais j'ai cet après-midi pour me rattraper un petit peu. On va parler cet après-midi donc de réflexion au cœur du design pour avancer. Réflexion au cœur du design pour avancer, c'est bien la thématique complète. Et pour ça, je suis entouré de personnalités qui viennent d'horizons parfois assez différents, et ça va nous permettre justement de réflexion avec un S, d'évoquer ces pistes de réflexion, j'allais dire, de manière, si ce n'est complète, en tout cas très variée, et ça c'est plutôt passionnant. En clair, est-ce que la conception rime forcément avec un modèle productiviste ou un modèle de production? Et c'est bien ce qu'on va voir en ce qui concerne les jeux vidéo et autres. Et un débat qui pourra peut-être d'ailleurs aller jusqu'à la philosophie de vie et jusqu'à l'éthique, si le mot n'est pas interdit dans ces murs, mais je ne crois pas. Avec Jeanne Rousseau, cofondatrice et présidente du studio Spiders, et également fondatrice de l'association des jeux pour un monde meilleur, elle va nous en parler. Arnaud Fayol, directeur artistique, art director chez Ubisoft. Il y a aussi de super trucs qui se passent à Ubisoft, notamment autour de Positive Play, vous allez le voir. On va parler de beaucoup de choses avec Alexandre Pointet, qui est ingénieur, co-créateur avec Antonin Dedon du jeu Seeds of a Resilience. Et puis Just Vervoort qui... toutes mes excuses, parce que je parle un très mauvais anglais, au-delà d'aimer les sciences humaines, je parle un très mauvais anglais, et qui est associé de professeur à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, et qui travaille depuis longtemps sur des scénarios du futur, et des scénarios notamment du futur touchant à la conception et à la conception de jeux, et à la représentation, et je pense que ça va être passionnant. Il nous parlera en anglais, et moi je lui parlerai lentement en français pour que tout se passe très bien. Pour que tout le monde soit, on va dire, au même stade dans cette salle, on va commencer par des présentations. Chaque intervenant va se présenter longuement, on va prendre 10 à 15 minutes, parce que ce sont des parcours qui sont très riches, et je pense que ça va aussi également enrichir la conversation et cette table ronde. Arnaud Fayol, donc directeur artistique chez Ubisoft, je te laisse la parole et le soin de te présenter. Ça marche. Bonjour à tous, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui. Donc je n'ai pas du tout un profil scientifique, comme vous allez vite le remarquer. Mais j'ai... ah tiens, c'est... Il y a quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu. Donc je suis directeur artistique, j'ai eu la joie de contribuer à une très grande variété de jeux pendant les 15 dernières années, avec des équipes formidables aux quatre coins du monde. Mais comme beaucoup de gens, ces dernières années, ça ne suffisait plus. Quand on voit le climat qui se réchauffe, on voit la biodiversité qui s'effondre, les gens qui se radicalisent, et j'avais l'impression de contribuer plus au problème qu'à la solution. Du coup, j'ai pensé tout plaquer, puis aller faire de la permaculture ou planter des éoliennes. Mais je me suis rendu compte que... Pour pouvoir changer le monde, il fallait d'abord changer les esprits et toucher les gens au cœur. Et que pour ça, le jeu vidéo avait un formidable potentiel transformatique pour les 3 milliards de joueurs qu'on a dans le monde aujourd'hui. Du coup, je travaille aujourd'hui chez Ubisoft Positive Play. C'est une équipe transversale du siège, ici à Paris, qui s'occupe de démontrer et d'amplifier l'impact positif que les jeux vidéo peuvent avoir sur les joueurs, la société en général et le monde, avec lesquels on accompagne nos différents studios dans leur démarche d'impact positif. Et je suis aussi l'un des membres fondateurs du IGDA Climate Special Interest Group, qui est une communauté autogérée de développeurs, d'universitaires et de scientifiques du climat, passionnés à étudier ensemble comment utiliser le jeu vidéo comme vecteur de changement pour résoudre la crise climatique. Donc pour résoudre la crise climatique, on a un certain nombre d'outils. Je vais peut-être répéter certaines choses qui se sont déjà dites ce matin. Et donc, qu'est-ce que les jeux vidéo peuvent vraiment faire pour le climat ? On a deux grandes aires d'action, donc comme disait Nicolas ce matin, on a une influence carbone, donc comment est-ce qu'on minimise notre impact environnemental, d'autant plus que c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui quand les grands patrons de EDF, Total Energy et Engie viennent nous annoncer qu'il faut massivement diminuer notre consommation énergétique. Mais la vraie force du jeu vidéo, c'est, d'après moi, vraiment son influence culturelle. Comment est-ce qu'on maximise notre impact culturel pour influencer 3 millions de personnes à réduire leurs propres émissions ?
Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en influençant grâce à l'impact culturel, on a aussi une influence indirecte sur notre impact carbone, parce qu'on peut motiver les joueurs à réduire leurs propres émissions et du coup de consommer leur jeu de façon plus éco-responsable. Du coup, on peut agir à énormément de niveaux différents pour ces deux types d'influence. On peut, à l'échelle du studio, alors comment est-ce qu'on rend nos studios plus éco-responsables, notre IT, comme on l'a vu ce matin, à l'échelle des producteurs d'équipements, comment est-ce que on améliore comment est-ce qu'on améliore la fin de vie, on recycle nos consoles. On a du côté de la communication et du marketing, où il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la communication directe aux joueurs ou en organisant des events pour activer nos joueurs vers des actions climatiques spécifiques, ou grâce au contenu du jeu. Donc comme moi, ma passion c'est le contenu, je vais parler ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par le contenu? Donc le contenu, c'est tout ce qu'on trouve dans le jeu lui-même. Donc je vois 4 grands piliers pour le contenu. Donc l'esthétique, tout ce qui est visuel, sonore, dans un sens, qu'est-ce que le joueur va percevoir avec ses sens quand il joue. Le récit, donc quelles sont les thématiques, la narration, le script, de quoi on parle et en général quel sens on donne à ce qui se passe à l'écran. Le gameplay, comment est-ce qu'on interagit avec le jeu, quels sont les mécanismes de gameplay. Et enfin, la technologie. Donc, qu'est-ce qui fait tourner le jeu, comment ça tourne et sur quoi ça tourne. Et selon ces 4 piliers, chaque jeu a un potentiel d'impact unique pour pouvoir agir sur différents éléments du problème complexe du changement climatique. Et pour agir sur ce potentiel unique, chacun de ces 4 familles de métiers va avoir des outils uniques. Donc, on commence par le récit. Donc, le récit a le pouvoir sur le message du jeu. Donc, quel message qu'on passe avec notre jeu? Parce que toutes les œuvres créatives vont avoir un ou plusieurs messages, qu'on le veuille ou non. Et c'est important de s'y intéresser parce que souvent, quand on ne s'intéresse pas aux messages, qu'on finit par raconter des messages destructeurs, comme par exemple le colonialisme, l'extractivisme ou la loi du plus fort, qui reviennent régulièrement dans le jeu vidéo. D'un point de vue d'esthétique, c'est l'esthétique qui va avoir un impact émotionnel pour supporter le message. Tony Cade disait le rôle de l'artiste est de rendre la révolution irrésistible. Et c'est exactement là qu'on veut viser. C'est parce que grâce aux émotions, on peut toucher au cœur du joueur. On se rend compte que c'est vraiment l'impact l'émotionnel qui va gérer la prise de décision. On peut répéter autant qu'on veut aux gens que attention, le climat se réchauffe, il faut réduire la biodiversité s'effondre, tout ça. Les gens vont prendre une décision pour vraiment agir seulement une fois qu'on les aura touchés au cœur et qu'on leur aura fait vivre quelque chose de personnel. Et du coup, grâce à l'esthétique, on peut utiliser les codes esthétiques comme les couleurs, les volumes, les sons, tout ça, pour renforcer le message grâce à un impact émotionnel. Mais c'est pas la seule chose disponible. En alliant l'esthétique au récit, on a le pouvoir de la visualisation. Donc la visualisation, c'est pour permettre de faire, comme c'est dur d'imaginer des choses qu'on n'a jamais vues, grâce aux jeux vidéo, on peut représenter des choses pour donner une vision aux joueurs de ce que l'avenir pourrait être. Donc à quoi est-ce qu'un monde durable ressemblerait, à quoi est-ce qu'une vie heureuse pourrait ressembler sans recourir aux énergies fossiles, par exemple. Ou à l'inverse, on peut montrer à quoi ressemblerait le monde si on n'agit pas ou qu'on reste dans l'inaction. Bon, le teaser est parfait, hein. On a eu juste le premier épisode et en fait on attend le premier épisode, on attend la suite de la série, on l'a pas, c'est bien joué, j'avoue Arnaud, c'est parfaitement millimétré. Jeanne Rousseau, donc cofondatrice et présidente du studio Spiders, avec un jeu qui arrive bientôt qui s'appelle Steel Rising, et donc je vous invite à aller voir la bande-annonce et les vidéos de gameplay, c'est vraiment très très beau esthétiquement, puisqu'on en parlait là. Il y a beaucoup de choses qui se passent esthétiquement. Donc est-ce que tu peux te présenter à nous et toi?
Je vais essayer, oui. Mais je ne suis pas du tout là pour parler de Sea Rising, cela dit, même si j'ai quand même mis une image histoire de dire. Donc, je suis Jeanne Rousseau. J'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo il y a 24 ans, en 1998. J'ai mis aussi une image du premier jeu sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelait Tonic Trouble, qui était d'ailleurs un jeu qu'on a développé pour Ubisoft en third party, et qui était un jeu sur Game Boy Color. Donc, moi, j'ai commencé il y a un certain temps. J'ai été graphiste, j'ai été game designer. Je suis toujours game designer. Je suis plus graphiste du tout parce que j'ai pas du tout le niveau. J'ai arrêté de suivre dans cette voie-là. Et aujourd'hui, je laisse des gens beaucoup plus doués que moi s'occuper de tout ça. Je me charge aussi beaucoup chez nous, donc chez Spiders, le studio qu'on a créé en 2008 avec des collègues, de la création d'univers et des scénarios, en sachant qu'on s'est surtout spécialisé dans les RPG, donc dans des jeux de rôle. Pour résumer ça très rapidement, j'ai eu l'honneur d'être décorée de l'ordre du mérite, et je suis aussi avec un de mes collègues qui est dans la salle, je ne sais pas où il est, la co-initiatrice de la bourse jeux vidéo, en collaboration avec l'association Loisirs Numériques, qui a donc pour vocation d'accompagner des étudiants en finançant leurs études, mais également en leur fournissant du mentorat et autant de soutien que possible dans leur cheminement à travers la formation pour accéder au métier du jeu vidéo, car comme vous le savez peut-être, hélas, ces formations sont souvent très chères et créent donc une barrière à l'entrée des métiers du jeu vidéo par rapport à tous les gens qui venaient de milieux modestes. Et donc c'est ça qu'on essaye de modestement de contourner en proposant la bourse jeux vidéo. Et je suis aussi la co-initiatrice de l'association Jeux pour un monde meilleur, donc créée un peu avec la même équipe, pas complètement, mais puisque Cédric Bache et Laurent Chécola font aussi partie de l'aventure. Donc ça, c'est à peu près ce que je fais. Donc Jeux pour un monde meilleur, c'est une association qu'on a créée juste avant le confinement. En fait, c'est venu d'une réflexion sur le fait que on est tous conscients, on est parents, on a des enfants, on développe donc des jeux depuis un certain temps, pour beaucoup de temps pour d'autres, et c'est un peu tout ce qu'on sait faire. Et on voit bien qu'il y a qu'il faut faire quelque chose pour agir pour l'environnement, mais aussi pour les problématiques sociales. Et qu'est-ce que nous on peut faire? On n'est que développeurs de jeux. Mais comme le disait Arnaud très justement, le jeu a une capacité je crois, un impact possible. Alors aussi bien en termes de sensibilisation, un impact émotionnel qui peut être très très fort. Ça, c'est effectivement quelque chose auquel je crois énormément. Mais je pense aussi qu'il peut même avoir un impact concret sur le monde. Et en fait, je suis allée trouver mes camarades, Laurent et Cédric, en leur disant j'ai un concept de jeu que j'aimerais bien développer, mais je veux pas que ce soit un jeu qui soit commercial, je veux pas qu'il soit vendu, je veux que ça reste un jeu gratuit, et je veux que tous les développeurs qui ont envie, qu'on connaît, qui pourraient se sentir intéressés par ce projet, puissent rejoindre le mouvement, puissent proposer aussi leurs propres jeux, leurs propres idées. Et donc, on a créé Games for a Better World pour ça, en fait. Justement, vraiment l'idée de se dire que c'est pas juste une énième association qui a pour vocation de sensibiliser, etc. C'est vraiment l'idée on est des développeurs, on fait des jeux et on essaye de les faire ensemble, d'en proposer de nouveaux et tous ces jeux devant toujours rester gratuits. Donc, ce qui implique évidemment d'aller chercher du mécénat, ou aussi simplement l'aide d'autres développeurs qui ont des compétences qu'on n'a pas, puisque on n'est pas forcément tous sachants. C'est pas parce qu'on fait des jeux vidéo qu'on sait tout faire dans le jeu vidéo. Moi, je sais pas programmer du tout, par exemple. Et donc, on va chercher les bonnes personnes pour ça. Au sein donc de Jeux pour un monde meilleur, on a notre premier projet qui s'appelle Planet Go. Oui, je sais, le nom est un petit peu peut-être problématique, je ne sais pas, on verra. Puisque c'est le concept avec lequel je suis venue trouver mes amis et collègues, c'est de dire on va prendre les mécaniques de jeu de Pokémon Go, à savoir ces mécaniques qui ont poussé les gens à sortir de chez eux, enfin les joueurs et les joueuses, à sortir de chez eux pour aller à différents points de la ville, réussir à capturer des Pokémon. Il y a déjà l'idée en fait d'avoir un jeu qui va impacter concrètement la vie des gens. Les gens sortent de chez eux, commencent à marcher, peut-être à redécouvrir leur ville. D'accord, mais si au lieu de simplement les faire se déplacer à un point ou un point B, on les faisait y aller pour ramasser des déchets et les trier.
Alors, pourquoi j'ai eu cette idée un peu bizarre? Alors, c'était lors d'une conférence où une économiste, mais spécialiste de l'environnement, originaire d'Inde, parlait de la situation en Inde et notamment, effectivement, de l'énorme problème que représente la gestion des déchets en Inde. Et non seulement parce qu'ils ont les leurs, mais en plus ils ont les nôtres, puisqu'on a tendance un peu à sous-traiter ce genre de choses en envoyant énormément de déchets de manière générale en Asie et donc se retrouve avec des situations extrêmement complexes par rapport à tout ça. Et comment est-ce qu'on pouvait aider notamment à retrouver des environnements propres et à faire participer les gens à ça pour qu'ils puissent géolocaliser ce qu'ils voient, pour qu'ils puissent aller chercher ces déchets-là et rendre tout ça ludique et aussi amusant que possible. Et donc on a conçu Planet Go qui donc fonctionne encore une fois, qui s'inspire un petit peu des mécaniques de Pokémon, si ce n'est qu'il n'y a pas de combat du tout. On a malgré tout, on a effectivement des moments où on va avoir notre équipe de petites créatures qui vont se retrouver confrontées à d'autres créatures, mais le but ce n'est pas ni de les tuer, ni de les sonner, ni quoi que ce soit, c'est de les calmer au contraire. Donc c'est toute une des mécaniques d'apaisement, puisque on a construit une espèce de petite histoire, de récit narratif aussi pour faire passer le message. Et donc on a ces petites créatures qui sont en fait des représentants de l'environnement, qui sont toutes liées aux environnements donc du jeu. Donc le principe c'est que ces créatures soient aussi différentes selon qu'on est en ville ou à la campagne, qu'on est en bord de rivière ou qu'on est en montagne, etc. En sachant évidemment qu'il peut toujours y avoir qui se sont perdus ou qui ont voyagé au gré du vent, et donc il peut y avoir des très rares dans certaines régions qui seront au contraire très communes dans d'autres. Donc on a des mécaniques un peu de ce genre-là. Et donc on commence avec quelques petites créatures qui sont donc toutes ces créatures-là sont très effrayées, très malades pour certaines, malheureuses pour d'autres, etc. à cause effectivement de la pollution et des déchets dans l'environnement. Et pour pouvoir donc les calmer et les ramener chez soi et pouvoir en prendre soin, on a toute une partie aussi en réalité virtuelle qui permet donc de visualiser ces créatures. On peut concevoir un petit jardin et le décorer pour voir les petites créatures qu'on a sauvées. Et du coup, effectivement, ces créatures, il faut nettoyer l'environnement et donc on a tout un système où, en fait, avec deux types de profils principaux de joueurs. On va dire ceux qui, simplement sur le chemin du boulot, sur le chemin de l'école, voient tiens, il y a encore un sac poubelle qui a été éventré, il y a des ordures partout là. Ils prennent une photo, ils géolocalisent et ça crée une mission que d'autres joueurs qui, eux, prennent le temps, et puis on l'équipement aussi avec eux, puisque bien sûr, on est très très didactique, on explique qu'on ramasse pas les déchets avec ses mains, qu'il faut avoir des gants, qu'il faut avoir un sac en plastique, etc. Eux vont pouvoir venir effectivement faire cette mission de nettoyage et de tri pour intervenir directement sur l'environnement, en sachant qu'il y a différentes tailles de missions. Enfin, on a vraiment essayé de prendre en compte énormément de problématiques différentes. On a eu la chance d'avoir l'intervention d'un certain nombre de personnalités du jeu vidéo, puisque Muriel Tramis a participé avec nous sur l'écriture, parce que chacune de ces petites créatures a des petites histoires, une petite légende qui lui est attribuée, puisqu'on les appelle les légendes d'ailleurs dans le jeu. On a eu aussi Célia Audan qui s'est penchée sur l'UX et qui nous a donné de fort bons conseils pour essayer de rendre tout ça aussi fun et intéressant que possible. Comme vous pouvez le voir, on a obtenu le soutien du CNC et le soutien du ministère de la Culture. Et donc voilà, nous pour l'instant, on a maintenant un prototype qu'on a réussi à mettre en œuvre et on espère bientôt pouvoir passer à la production, puisque à un moment, si on veut que ce jeu puisse réellement avoir un impact et fonctionner, il va falloir qu'on puisse notamment intégrer le multi, ce qu'on n'a pas encore fait. Et toutes les bonnes volontés, que ce soit alors vraiment des développeurs qui ont envie de participer, qui veulent amener leur savoir-faire, jusque évidemment aux mécènes, sont les très bienvenus. Le deuxième projet de l'association, c'est donc un jeu que j'ai appelé Biome, mais parce qu'en fait il n'a pas vraiment de nom, que vous pouvez voir d'ailleurs à côté, qui est un jeu PC qui a été réalisé par une équipe d'étudiants et d'étudiantes de l'école polytechnique.
et dont le principe est de ressusciter un biome qui a été très très abîmé, très très pollué, puisqu'il s'agit d'une décharge. Et en fait, alors pour le coup, c'est pas un jeu qui a vocation à avoir un impact réel sur le monde. Les joueurs vont pas, à travers ce jeu, sortir et se mettre à ramasser les déchets. Néanmoins, on a essayé par contre d'y intégrer autant de données scientifiques que possible. C'était justement tout l'intérêt d'y faire participer des étudiants et étudiantes de l'école polytechnique, c'est qu'ils avaient aussi accès à la chaire de biologie, et donc que la chaire de biologie a travaillé en collaboration avec eux pour que les méthodes pour ramener la vie dans ce biome soient aussi scientifiques et crédibles et réalistes que possible. Alors, évidemment, il y a quand même des limites à tout ça, puisqu'on doit un peu accélérer le temps. Si on attendait réellement le temps de pousse des arbres et des herbes, on n'en aurait pas fini. Néanmoins, pour l'instant, il y a un prototype donc, qui fonctionne et qui permet effectivement de petit à petit, donc on ramasse des déchets d'abord pour nettoyer la zone, puis on commence à récupérer des graines dans les zones qui sont en bordure en fait de la décharge, parce que c'est des graines de plantes qui sont très résilientes et résistantes, et on commence en fait à en planter dans des endroits qu'on a réussi à dégager des déchets. On arrose pour les faire pousser. Petit à petit, ces plantes vont attirer des animaux, oiseaux, lapins, souris, etc., qui, par leur déjection, vont nous amener des nouvelles graines de plantes qu'on n'avait pas dans la zone, et on va pouvoir comme ça, petit à petit, avoir une végétation variée et diversifiée, en sachant que, évidemment, on se rend compte à travers le jeu, et on s'en est rendu compte au moment du développement, enfin, surtout eux, mais ça a été pour moi aussi très intéressant de réaliser ça, que c'est extrêmement difficile, en fait, de maintenir un équilibre et de faire en sorte qu'on n'ait pas d'un coup une centaine de lapins qui viennent tout bouffer et où on n'a plus rien, plus aucune herbe, plus quoi que ce soit, et où il faut tout recommencer. Alors c'est un jeu où on ne perd pas vraiment, puisque donc on peut continuer et recommencer à l'infini. Néanmoins, bon, c'est parfois un peu frustrant quand on a commencé à bien remettre de la verdure partout, de voir d'un coup plus rien parce que tous les lapins ont tout mangé. Bon, ou les furets qui avaient mangé tous les lapins. Enfin bref, on a comme ça eu un certain nombre de difficultés rencontrées au fur et à mesure, mais justement ça fait partie un peu du principe du jeu, et on espère alors pour l'instant, encore une fois, il s'agit d'un prototype. Le but pour nous, ça va être de le rendre un petit peu plus accessible, parce que pour l'instant, il faut dire ce qu'il y a, l'interface est un petit peu raide, et il y a encore effectivement tout un travail aussi pour rajouter encore plus d'éléments de jeu. On aimerait rajouter les saisons, on aimerait rajouter pas mal de choses, mais en fait, ce principe, et ça rejoint un peu ce que tu disais, il me semble, Arnaud, tout à l'heure, c'est que, en fait, et ce que disait d'ailleurs aussi, ce qui était dit aussi durant la présentation faite sur Humankind, c'est-à-dire qu'on peut prendre des mécaniques qui sont connues dans des jeux. Là, en l'occurrence, on est parti de mécaniques qui sont celles de jeux de survie-construction, type un peu Don't Starve ou ce genre de jeu, et on les a retournés. C'est-à-dire qu'au lieu de couper des arbres pour se faire une maison, pour survivre, etc., pour brûler du bois et essayer de survivre à la nuit, comme c'est le cas dans Don't Starve, là, en fait, au contraire, on part d'un environnement qui est complètement vide ou très, 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 très abîmé, et on essaye d'y ramener la vie, parce que c'est ça le moyen de survivre dans le jeu, en fait. Et alors, ça présente des difficultés, encore une fois, on a rencontré un certain nombre de difficultés en faisant ça, mais c'est des projets qui sont absolument passionnants, et on espère en faire plein d'autres. On a plein d'autres idées pour d'autres projets, et on attend aussi, évidemment, d'autres développeurs pour nous amener eux aussi peut-être leurs propres idées sur le sujet. Voilà. Vous pouvez applaudir largement. Il est disponible où Alors, ce petit jeu-là, il est en test. Vous pouvez le tester à côté. Tu sais, il y a une zone de démo là où on a mangé ce midi, où donc il est sur un des PC. Je ne sais pas s'il y est toujours, mais a priori il est là. Il faudra peut-être le redémarrer, parce que je crois que j'ai vu qu'il avait continué à tourner tout seul, et la carte était effectivement envahie de lapins. Donc Bonjour à tous et merci pour votre accueil ici au CNAM. Alexandre Pointet, donc je suis artisan du bâtiment, ingénieur en mécanique et automatique. Et puis voilà, donc depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je me suis beaucoup inquiété de voir que l'ensemble de mes besoins n'étaient pas répondus par moi-même ou par mes proches ou par les gens du village.
Et j'ai passé finalement mon temps à chercher des solutions depuis ce moment-là pour essayer d'agir et pour recentraliser en moi-même ou en les gens qui sont autour de nous la capacité de répondre à ces besoins. Et donc les besoins principaux, c'est en tout cas, ça tourne beaucoup autour du monde de la construction, du monde de la fabrication, parce qu'on n'interagit pas avec le monde si on n'a pas d'outils, et donc l'alimentaire et l'éducation. Du coup, pour moi, l'école a toujours manqué de concret et j'ai cherché à faire des ponts un maximum pour et résoudre mes propres frustrations par rapport à ça et essayer d'apporter des éléments pour compléter les programmes d'éducation nationale en agissant du coup dans l'animation auprès des jeunes. Donc en faisant des cours de forge, de travail du bois pour enfin donner du concret à ce fichu théorème de Pythagore qu'on apprend au collège et dont on n'a jamais de réponse, enfin pour lequel on n'a jamais de réponse quand on demande s'il vous plaît à quoi ça sert. Et ben finalement quand on amène des jeunes face à la construction d'une cabane qu'ils auront dessinée eux-mêmes et qu'on leur dit ok là tu vas pouvoir calculer ton arbalétrier avec ce théorème là et donc tu vas faire un trait à telle distance sur ce bout de bois et ta cabane tiendra, ça change foncièrement la donne. Donc on a besoin selon moi, de se réincarner dans ce monde de matière qu'on justifie tous les jours, parce qu'en fait, on n'envisage pas de revenir à la nature. On justifie tous les jours d'être entouré d'appareils qui fonctionnent, de toits qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on n'a pas la pluie sur la tête, on n'a pas trop froid, pas trop chaud. Par contre, la plupart du temps, ces problèmes ont été résolus par d'autres personnes que nous-mêmes, et ça, c'est inquiétant, il faut le changer. Et donc il se trouve que cette chose-là, ça s'accélère parce que le climat aussi change, et il change vite. Donc je me suis dit que parler à une trentaine ou une cinquantaine de jeunes, chose qui a été gage d'échanges de grande qualité et donc tout le monde a appris beaucoup, mais je me suis dit qu'il était important de pouvoir parler à plus de monde. Il se trouvait que j'avais un ami programmeur et donc à un moment donné on s'est dit qu'on allait faire un jeu pour mettre en valeur les impacts d'une société humaine par rapport à l'environnement. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Seeds of Resilience qui a fait l'objet de 27 000 ventes et qui a été traduit en 11 langues. On n'a pas eu le budget de Flight Simulator, mais presque, en disant que on a fait avec ce qu'on avait. Donc on a surtout mis les idées qu'on voulait mettre dans un jeu, donc nos idées par rapport au monde de demain, peut-être notre esprit un peu aussi. Le but de ce jeu-là, c'est donc, en mettant en valeur les impacts d'une société par rapport à l'environnement, c'est de développer une sensibilité et et de développer des compétences par rapport à comment pourrait se développer un environnement, quel geste dans mon quotidien va modifier par exemple le taux de fertilité du sol, quels choix constructifs vont être prolifiques à court terme et à long terme, dans quelle mesure je vais être obligé de gérer mes déchets, donc les conséquences de mes propres actes. Donc là, on gère une équipe de naufragés, de 1 à 6 personnes, comme ça on se souvient encore de leur nom et de leurs compétences respectives. Et donc on va devoir les loger avec les moyens du bord, parce que par définition on arrive sur une île, et donc sur une île il y a un nombre de ressources limité. Et donc ce qui est pratique, c'est que contrairement à notre monde actuel, sur une île on a très vite les conséquences de nos actes sous les yeux, c'est-à-dire que si, même dans une maison, si on n'a pas débarrassé le repas du midi, et ben le soir on s'en rend compte. Et ben là, l'idée, c'est un peu la même chose, sauf qu'aujourd'hui, notre vaisselle, on l'amène en Chine, en Afrique, voilà, et c'est plein d'autres gens que nous qui gèrent les conséquences. Donc là, on va devoir loger des gens, finalement, à l'image des ressources du territoire, récolter et cultiver et mettre de la mesure là-dedans, parce que on peut faire des choix qui nous rendent service à l'instant T, mais ça peut avoir des conséquences très néfastes dans les tours à venir. Construire à l'image des ressources disponibles, ça implique de finalement comprendre toutes les
construction traditionnelle, on a toujours fait ça. En fait, on a toujours eu un rapport qu'on appelle aujourd'hui écologique par rapport au monde, parce qu'avant, on n'avait pas le pouvoir de construire notre maison avec des pierres qui viennent du Groenland ou de Chine, j'en sais rien. Aujourd'hui, on peut le faire et c'est libre cours à toutes les dérives. Si on regarde comment c'était fait avant, il se trouve qu'il y avait énormément de technologie dans le savoir-faire artisan. Et il faut absolument qu'on le retrouve aujourd'hui pour être capable d'apporter les mêmes fonctionnalités à un mur de maison, à une machine, donc avec des ressources locales, que si on avait employé des ressources très raffinées. Donc là, on explore différents procédés constructifs. Si on construit tout en pierre, eh ben, il se trouve qu'on doit faire des carrières partout. Donc c'est aux dépens des terres cultivables. Si on construit tout en bois, eh ben, on n'a plus de forêt au bout d'un moment. Donc le bois, c'est fortement intéressant d'une certaine manière. Mais si je donne des chiffres réels de la filière bois en Bretagne, qui s'appelle Habibois, si on construit toutes les maisons en Bretagne, c'est-à-dire la proportion bretonne des 350 000 logements qu'on construit par an en France, on n'a plus de forêt en 6 ans. Donc le bois a une valeur écologique, mais elle amène une mesure, parce que sinon les impacts sont énormes. Et en fait, ce qui finit par fonctionner, donc là on a des maisons en terre-paille pour apporter de l'isolation, parce qu'il faut gérer le confort des habitants et en même temps leur apporter un peu à manger aussi, on se rend compte que des abris rudimentaires peuvent aussi bien faire le boulot. Et donc les abris rudimentaires représentent la sobriété. Et donc effectivement, si on doit diviser par 4 notre impact sur la planète, il va falloir qu'on joue de sobriété. Donc moi j'aime bien parler de sobriété technique concernant les process de fabrication, sobriété de construction. Peut-être qu'on n'a pas tous besoin d'une maison de 200 mètres carrés faite avec des matériaux qui viennent pas d'ici et qui sont une galère à gérer en fin de vie. L'impact du bâtiment, c'est 70% des déchets. Voilà. Alors du coup, quand on rentre dans ces problématiques, on se force à un moment donné à essayer de comprendre de mieux en mieux comment fonctionne l'environnement, quelles sont les lois de cause à effet, comment finalement un caillou devient une forêt. Et il se trouve que ça passe par des paramètres qui sont bien réglés. Donc un caillou généralement est touché par une fiente d'oiseau à un moment donné. Il se trouve que des lichens commencent à prendre la place et se nourrir de la partie organique. De l'herbe vient, ensuite des friches armées qui protègent les graines des futurs arbres qui viendront, du bouleau, du bambou. Et ensuite, de plus en plus, le terrain sera fertile pour accueillir des grands arbres comme les chênes, les hêtres, qui est l'équilibre en Bretagne. C'est-à-dire qu'un caillou, son destin, c'est de devenir une forêt de hêtres et de chênes en Bretagne. Ça, c'est si on a du temps pour laisser la nature faire. Et nous, c'est ce qu'on est un peu en train de voler à la nature en faisant ça. Si j'illustre la conclusion du rapport du GIEC, du 6e rapport du GIEC, donc ça fait 31 ans qu'on connaît les conséquences de nos actes en tant que société par rapport à l'environnement. Si on doit diviser par 4 notre impact écologique, ça implique que janvier, février et mars, on vive comme on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se déplace en voiture, un peu selon nos besoins. On a tous les jours à peu près à manger dans l'assiette. On a tous les jours à peu près un toit qui fonctionne au-dessus de la tête. Et ça veut dire que le reste de l'année, on n'existe plus. Donc on est mort, donc on ne mange plus, on ne se déplace plus, on ne voit plus personne, on ne construit plus de maison. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, diviser par 4 notre empreinte, et c'est un défi. Donc ça va pas marcher parce que c'est un PDF, mais donc c'était pour vous montrer comment un caillou se transforme en forêt. Et donc on est poussé à crafter, donc fabriquer des objets à partir de ressources. Donc on va fabriquer des outils pour transformer les matières de l'environnement et donc répondre à nos besoins. On va mécaniser des tâches. À force de faire des outils, on va se rendre compte de la redondance de certains gestes et on va se rendre compte qu'il est important d'en mécaniser une partie. Comment on va le faire ? Voilà, donc là on va zoomer sur des procédés de fabrication, donc du sciage, de la meunerie pour faire de la farine, de la forge, de la fonderie. On va être obligé de gérer la fin de vie.
vu qu'on est sur un espace petit, on ne peut pas juste construire et se déplacer quand ça ne nous intéresse plus. Quand on construit, il y a une modification du taux de fertilité du sol et au bout d'un certain taux de raffinement des procédés constructifs, on va devoir dépenser du temps, qui est la monnaie du jeu. En fait, c'est un peu comme dans la réalité. Le temps, c'est un peu notre monnaie. Si on veut accéder à une compétence, on peut l'avoir. On peut avoir toutes les compétences. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut juste y accorder le temps nécessaire. Et donc, le temps étant la monnaie du jeu, au bout d'un certain, comme je disais, taux de raffinement des constructions, il va falloir dépenser du temps pour recycler les matières et redécouvrir un sol qui soit cultivable. Et donc, il va falloir gérer habilement les ressources tout au long de l'année, avec des saisons qui varient, et donc des ressources qui sont à un moment disponibles, à un moment non. Et donc, on va devoir anticiper beaucoup. En fait, on va devoir résoudre cette équation de mise en harmonie de l'humain avec son environnement. Et mise en harmonie, ça veut dire qu'on va résoudre l'équation ensemble, et donc en prenant un nombre considérable de variables du vivant, dont l'humain. Pour essayer d'incarner ça, j'ai construit ma maison, donc j'ai dessiné une maison sur remorque qui fait 15 mètres carrés. Donc j'essaye de diviser mon impact de cette manière-là, et donc de me confronter surtout, donc de m'incarner dans cette problématique matérielle, à savoir être capable de mettre un toit au-dessus de ma tête, gérer une étanchéité, créer une fenêtre qui fonctionne, créer un sol, avec tout ça des ressources qui viennent du territoire. Donc à 97%, j'ai fait le calcul volume et masse, je suis à peu près à 97% des matières qui viennent du Grand Ouest. Voilà, sauf les aciers, parce qu'on a très peu de production d'acier chez nous. Il va falloir qu'on relocalise ça aussi. Voici une petite photo. Et donc là, j'ai créé, donc c'est bien le software, et moi j'aime bien l'hardware. Donc en fait, je propose des solutions pour construire à l'image des ressources du territoire. Donc un bâtiment, c'est un élément de structure et un élément d'enveloppe isolante. Et donc là, c'est pour ça que je vous amène un truc concret. C'est du béton végétal. Donc si vous connaissez sûrement le chaux-chanvre, j'imagine que de plus en plus de gens en ont entendu parler. Là, il se trouve que j'ai du miscanthus à côté de chez moi. Donc c'est une canne qui fait 3,50 m de haut, qui pousse à 15 et 42 km de chez moi, donc des agriculteurs bio, qui me fournissent ma matière première que je mélange avec de la chaux et de la terre pour faire des matériaux qui sont responsables en fin de vie. On peut faire notre potager là-dessus. Alors, en parlant de sobriété, ça c'est ma première machine que j'avais faite entre 2009 et 2012. Je l'avais remontée juste, et donc j'ai appris énormément en fait avec un process qui avait un impact au sol considérable. Donc on était à 128 mètres carrés. J'ai fini par rationaliser tout ça et transformer en ceci, une machine qui fait 2 mètres carrés et qui a permis de multiplier par 3 la productivité. Donc là, on a l'exemple selon lequel c'est pas en mettant plus d'outillage qu'on a plus d'efficacité, parce que j'ai gagné un temps considérable en maintenance, en réparation en tout genre, en gestion de l'électricité, de l'air comprimé, de l'huile hydraulique, et tout en gagnant en efficacité. Voici mon atelier. Et donc je vous montre juste des photos de chantier, histoire d'illustrer un peu, parce que donc on parle de ce qu'il faudrait faire, et là je propose une approche du comment. Et donc ça sera possible de construire à l'image des ressources du territoire. Il faut juste qu'on s'y mette tous, et toutes les filières confondues, souvent les filières de matériaux biosourcés. On a une approche de l'économie qui est différente. Alors souvent c'est des jeunes qui portent ce genre de filière, mais on a une notion de co-construction. On n'a pas l'idée que le chanvre soit mieux que le bois, que soit mieux que le lin dans le nord ou la balderie dans le sud-est. On a besoin de tout le monde et de toutes les ressources, parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y aura pas assez pour répondre aux besoins de demain. Voilà. Ce qui a donné à la production de 1200 mètres carrés qui ont été mis en œuvre sur 32 chantiers, et donc à peu près 2000 mètres carrés en tout. Voilà, pour moi, on
peut y arriver, il faut juste jouer beaucoup de motivation, considérer que l'autre est un autre soi, qu'on est tous ensemble dans cette affaire-là, et si on y arrivera, de toute façon, ça sera ensemble. Voilà, tout geste résonne dans l'éternel. Il n'y a aucune raison qui fasse que je sois né aujourd'hui plutôt qu'il y a 100 ans ou alors dans 100 ans. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui je râle contre des bâtiments qui ont été couverts en amiante, il n'y a aucune raison que je fasse de tels choix aujourd'hui en me contrefichant des conséquences de mes actes pour les gens qui vont vivre plus tard. Donc en fait, on est tous en interaction, on est tous en résonance et tous nos gestes ont un impact considérable sur le monde. Voilà, je vous remercie. My humble apologies everyone for my lack of French. Very embarrassing. I took German in high school. I'm Joost Vervoort. I'm an associate professor at Utrecht University in the Netherlands. And I come to this meeting with a very different background from most people, I think. I'm originally a scenario thinker, working with governments all around the world on big policies and plans to deal with climate change and the environment and food security and agriculture and these kinds of things. But I've always been interested in games. Tabletop role-playing games were a life-changing experience for me, and I've never been the same ever after I played Vampire the Masquerade in high school. I'm 39. Anyway, and so I want to talk to you today about how do we engage with the future when we're thinking about games. So we want to be talking about games for better futures, or games for a better world, but also futures for better games. So what does that mean? Let's find out. It's going to be interesting, I hope. The world is really in trouble. This is, by the way, the album cover of my metal band, but it's also what the world is like right now. It's sold out, so sorry about that. But this is, the state of the world, metaphorically and really, right? At the moment, in many different ways. And one of the big problems we are facing is that we have a crisis of the imagination. We are all locked into present-day crises, present-day thinking about sort of current capitalistic systems and everything like that, and we cannot imagine a way out of it. Some people can, but most of us can't. And so this is really difficult. And this is where I think, as someone who comes from futures planning, thinking, whatever, think that games are really powerful. So I'm not so interested in games that try to convince someone of something or that try to get people to pick up more garbage or something like that. I'm interested in games as a way to do shared sense making. What the hell is going on? How should we think about this? What does it mean to have a better life? How do we change the systems that we're working in? Political questions, systems questions. Yeah? That's what I'm interested in. And so we are talking about people being able to experiment with new roles, taking on new personalities and experimenting with this, with new rules. How do we change the systems of governance, the political systems that we are in? New capacities, what skills can people learn? Thinking skills, practical skills, and what worlds can people explore? And I think that games are, of course, extremely powerful in this regard. So I have been doing a lot of this work with applied games or transformative games or serious games for a while now. So this is I'm going to just very quickly talk about that. That's an example of a game that we play with thousands of students throughout Europe now who are moving around cities and in a sort of location-based game format, reimagining their city. So they're looking at their city and saying, it's reverse Pokemon Go. It's like instead of catching something, you are projecting an idea about how you want your street to change, and then other people can see that as well. So it's like a shared imagination, location-based game. Other stuff that I've done has to do with working with the decision makers who are international climate negotiators in the big climate conventions, the big international negotiations, where we found out that these people, even though they are supposed to know a lot about climate change, they often don't know a lot about what is called climate tipping points, global systems that can suddenly shift. Suddenly we lose the polar ice. Suddenly we lose rainforests. They don't know enough about this. So we made a hybrid role-playing game supported by real climate modeling where these people get to experiment with different decision-making processes to work out, what actually happens if these global systems start collapsing. And we don't know enough about it.
Another example at a more local scale that I sort of like have worked with is in Kyoto. We worked with people who are in the local food system, so restaurants, farmers, politicians, volunteers and NGOs, etc., to imagine what it would be like to all work on the politics of the city together. We developed a role-playing game for that and a digital game together with students at the Utrecht University of the Arts, the HKU. And people then founded that platform. So they practiced with it and then they started it for real. So that's like a sort of like a political impact, right, or a policy impact. However, that's all really cool, but in some ways it's still quite marginal. And I think this is a problem that a lot of games for change, applied games, serious games have. Small numbers of players, right? And you think, and sort of like the scale of this kind of work is quite small. So we, in this research project called Anticiplay, are really interested in engaging with the game industry. Really engaging, because there's this enormous industry that we are hearing lots about, of course, and it's a massive imagination engine, right? It's a form of media that's just gigantic, and people are engaging with it, playing games, lots of time really invested. And so what can we do with the game sector and the game industry in terms of imagining different futures? But instead of trying to say, hey, more games should have something green in it, or some green activity, or some green, sustainable educational purpose, we want to dig much deeper to say, how can we inspire game developers and studios and publishers to create games that are more imaginative related to the future, that don't all tell the same story about the hero in an evil corporate dystopia and then saving the day, and it's the same thing we see on all the movies and everything like that. What are the incentives, what are the ways in which studios, publishers, etc. can be inspired to create games that are actually telling or letting us tell new stories about the future instead of the same stupid thing that we're seeing in Hollywood as well, right? Whatever. So we are very interested in this question. And we have some researchers on the project. Karine is here. Karine is very tired. We got up very early this morning, working on the joy of building institutions, looking at how people engage with games and get excited about building institutions and new standards and norms and values together. And our other colleague, Kyle Thompson, who works on games as utopian processes, and he's looking at what stories are people telling around games like Kentucky Route Zero, for instance. All the stories that people are telling about these games are part of the experience in sort of a continuous process. I won't go too much on about that, but what we are interested in, and what we have done, also with the climate SIG that Arnaud has also mentioned, and that's actually how we know each other, and that's why I'm here, is to talk about what do we need to open up the imaginative potential of the game sector, and that means thinking about new perspectives, at least for funders, publishers and supporters, new design practices. So we do a lot of work with the game students at the Utrecht University of the Arts, HKU, which probably many of you know. That means sort of new developers and new players as well, because there are many people out there who might be interested in playing games that are very different from regular games. And so opening up that space, not just talking about how can futures be more diverse, more original, but also how can everything else change as well. And so, for instance, at HKU, we do this work and we inspire students who are going, they're all their games and interaction students. They take a mandatory course with Utrecht University, where they get our sustainability students in their teams to work together on creating imaginative new futures. And we get lots of games out of that, which is like a nice prototyping space. But then we have been creating this community around this question of games for better futures and futures for better games. And I'll explain the futures for better games in a moment. But Games for Better Futures, I think, makes sense. And we've been meeting live, and of course with the pandemic, also online in places like Gather. And some of the people from the Climate SIG are here on screen. And we've had a wonderful time talking about these questions, like how do we transform the game sector to become a force for change? Yeah? And some of the things that came out of that is that we need to break down the barrier between entertainment and serious games and have much more games that are in the middle, that are talking about important things, but not because they want to teach you that thing, right? But just because they care about it. New platforms and ways for making alternative, radical games visible. New people becoming gamers, gamers becoming new people.
funding restructuring, better working conditions in the game sector, taking seriously the dark side of the game industry in terms of environment, but generally as well, development of new networks, and developing interfaces between games and sciences, which is why we're here, right? So I want to talk about Disco Elysium, because Disco Elysium is a really interesting example that we're all a big fan of in our research project of the kind of game that we hope to stimulate, that it would be created more. Because I think if you would tell some people about Disco Elysium, which is a game, if some of you don't know it, it is a game by a small studio that is essentially about an alternate reality where a failed communist revolution that overthrew a fascist dictatorship was then crushed by international neoliberal forces, and you have to solve a murder and you're an alcoholic cop, and it's a whole story. But what is beautiful about Disco Elysium is that it so wonderfully weaves together the sociology of the world, the culture of the world, the psychology of the world, even the climate, they have climate change analogs and sort of existential threats all together. And is the game teaching you a specific thing? Not really, right? But it's engaging with a deep sort of meaning and subject matter that is very unusual. And probably, if you would have pitched this kind of game in its basics to people before it was made, many people would have said, well, I don't know, a game about a failed communist revolution, I don't know if that would sell. But of course, this game has become very popular. It won a bunch of prizes for being the best role-playing game of the year, the best indie game of the year, etc., right? So how do we get more Disco Elysiums and maybe fewer Cyberpunk 2077s? Right? What a missed opportunity that game is, right? Sorry if someone's worked on it. Apologies. So about games for better futures and then futures for better games. So what do we mean with the second thing? It relates to Disco Elysium. We honestly believe that rather than shoving a bunch of sustainability content into a game and trying to make it, nice somehow, we should be thinking about how can proper engagement with the deep problems of our time actually make games better, right? People care, many people care about what is happening to the world. Many people are uncomfortable with their own lives, with their precarious work conditions, with everything being crushed by, free markets and whatever. And so lots of these things are out there. People have some concern about it. And can we capture that sort of engagement and create games that actually engage with that and that make better games that people want to play and that sell more copies because they are more interesting than the next cookie cutter game, right? Look at Elden Ring, right? I mean, Elden Ring is such an unusual game and it's sold really well. And I think it's because it's also tapping into some deeper interests and needs in some ways. So what we are doing as a group and want to do with people, with studios and publishers, etc., is sit down together, share some of our skills in creating future scenarios, which I've done hundreds of times all across the world with policymakers and everyone, and help people think about sort of these deep structural problems of sustainability in a way that inspires new games. And then what you make with that, you make it up yourself. But that open sort of approach of sort of shared imagination. One thing I want to quickly also talk about is I'm very interested in activist games, but games that are really connected to real-life activism. So I was part of a process last year with an activist group called Fossilvrij, Fossil Free, who basically strongly pushed one of the biggest pension funds in the world into divesting their 15 billion a year from fossil fuels into other stuff. And they did it by years of campaigning, but then finally by a court case. They started setting up a climate court case to take this pension fund to court. I was involved in that a little bit, not very much, but a little bit, but I was involved enough to be very excited about it. And I thought, how can game design help this kind of initiative, which is clearly very powerful, right? This is kind of the way to change the world. And I thought, Phoenix Wright Ace Attorney, right? I don't know if some of you know it, but it's a game about court cases, and it's very anime with lots of screaming and stuff, and it's really got a fun sort of like energy to it, and it's funny. Can we make a game like that about climate court cases, where you learn about suing the powerful companies and organizations of the world, and then instead of just having that be an educational game or an informative game, can we make that game
we're working on this project now. Can we make this game a crowdfunding campaign where half of the funding for the game goes directly to actual climate court cases? So the game itself becomes sort of a reward for people interested in supporting real climate action, because it has to happen now, because the world is burning. We can't wait for people to grow up and remember this game in 15 years and maybe do something better. We need to change things now, and these people need to be taken to court. Finally, the final thing to say about this is that we are also interested in changing the funding landscapes, changing the evaluation criteria that big culture funds, that games funds use for evaluating the power of games. And so the Creatures project that I'm part of, and I'm going to Seville by train tomorrow, is part of this. It's a European project that looks at creative practices and how we can change sort of the policy environment around games. So just to end, we are interested in understanding the change potential in games and the ecosystems around them. We're interested in changing how the game sector engages with the future, world building, developer skills, funding and publishing context, audiences and more. And we're interested in integrating games with real action. How can we break the barrier between games and real action? And I don't mean throw plastic away, I mean political action. And that's it. Thank you very much. Sorry to speak too fast. Bon, déjà, je voudrais tous vous remercier pour votre patience avec ce petit épisode inattendu. Je ne vais pas relancer ma presse maintenant. Finalement, la présentation que j'allais faire, c'est la même chose que ce que j'avais donné à la GDC il y a quelques mois et au Game Camp avant-hier. Du coup, ce que je ferai, c'est dès que j'aurai le lien vers la vidéo, on vous enverra ça à tout le monde. Et voilà, vous pourrez regarder tout ça tranquillement pendant une heure avec questions et tout ça. Il y a juste ce que je voudrais seulement dire une dernière chose. Un conseil pour tous ceux qui veulent s'engager dans les actions climatiques par le jeu vidéo. Si j'ai un plus grand conseil là-dessus, c'est n'y allez pas seul. Formez, trouvez une équipe avec vous, trouvez des gens avec qui vous pouvez vous entourer, qui partagent cette passion, qui partagent ces connaissances. Non seulement parce que le changement climatique et le jeu vidéo sont deux sujets très très complexes et c'est très difficile de réussir à tout démêler tout seul, mais aussi parce que c'est très très taxant émotionnellement et mentalement. Le petit breakdown que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce qui se passe quand on essaye de prendre le sujet tout seul. Ça finit en burn-out. J'ai vu énormément d'autres développeurs à qui c'est arrivé. Pour moi, c'était il y a longtemps, c'était il y a déjà 4 ans. Je pensais m'en être remis, mais apparemment non. Voilà, donc n'y allez pas seul. 3 endroits où vous pouvez trouver de l'aide. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent à Ubisoft. On a un Teams qui s'appelle Green Developers, qu'on a monté avec Nicolas Hunzinger, qui rassemble tous les développeurs d'Ubisoft qui sont intéressés par le sujet. Rejoignez-le, c'est international, tout le monde peut le faire. La deuxième ressource, c'est le IGDA Climate SIG. J'en ai parlé un peu, Juice en a parlé aussi. Donc, une communauté internationale ouverte à tous, vous n'avez pas besoin d'être membre d'IGDA pour le rejoindre. Et c'est le meilleur endroit où vous pourrez trouver les ressources, les dernières ressources à jour pour et parler avec des experts du climat et des développeurs qui s'intéressent à ça. Donc, venez, c'est ouvert à tout le monde. On est plusieurs centaines. Le Discord est toujours très actif. Et enfin, si certains d'entre vous ont leur propre compagnie ou veulent monter leur compagnie, n'hésitez pas à rejoindre l'alliance Playing for the Planet, montée par l'ONU, qui est un moyen de fédérer tous les acteurs de l'industrie en une grosse force motrice et qui nous permet de s'adresser directement aux décideurs. L'an dernier, on était à la COP26 pour présenter les améliorations qu'ont fait les studios de jeux vidéo et pour montrer l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Cette année sera pareil. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai tout de même une petite question pour toi. Est-ce que toi, tu penses que c'est un peu en filigrane qu'il y a eu d'ailleurs autour de l'intervention sur Humankind, mais que je disais en ouverture, est-ce qu'on peut faire rimer conception avec un nouveau modèle productiviste? Est-ce que ça rime? Est-ce que ça peut vraiment rimer? Mais est-ce qu'on parle de rupture ou est-ce qu'on parle d'évolution pour toi? Est-ce qu'on a un besoin de rupture avec les modèles précédents, modèle productiviste, voilà, pur et dur, sans penser vraiment aux conséquences? Ou est-ce qu'on a besoin d'une évolution rapide, voilà, et peut-être un peu moins violente, à tes yeux? Ce que je pense, c'est surtout qu'il faut s'assurer qu'on s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, on a 3 milliards de joueurs, potentiellement 3 milliards d'auditeurs, mais tout le monde n'est pas au même stade de leur cheminement vers l'écologie. On a des gens qui sont déjà convaincus,
Et ceux-là, ça ne sert à rien de leur parler des bases, puisqu'ils les connaissent déjà. Par contre, ils auront envie d'approfondir. Et on a des gens, à l'inverse, qui commencent à peine à être... qui sont peut-être pas encore intéressés par le sujet. Et du coup, si on rentre directement en rupture pour changer tout le discours qu'on avait, si on décide d'arrêter de faire du jeu vidéo tel qu'on avait l'habitude de le faire, c'est tous ces gens-là qu'on va se mettre à dos, qui vont arrêter de nous écouter, et on aura perdu une énorme partie de notre audience. Du coup, ce que je recommanderais là-dessus, c'est de s'assurer que de faire les deux, de s'assurer qu'on continue à faire des jeux grand public, mais dont le contexte rende sensibilise aux causes environnementales, pour ceux qui ne sont pas encore sensibilisés, tout en mettant aussi des éléments peut-être optionnels qui permettent d'approfondir le sujet pour tous ceux qui sont déjà convaincus et qui auraient envie de s'investir un peu plus. Et c'est là qu'on peut vraiment déclencher tout le potentiel éducatif et transformatif du jeu vidéo. Merci. Jeanne, même question. Puisqu'on est autour de ces réflexions autour du design. Attends, mais en fait, ça doit être un jeu, ça va taper les boutons. Ça a dû être pensé par un game designer ou une game designer, je suis sûr. Oui, est-ce que tu penses qu'il faut une rupture, une évolution? Enfin, comment tu perçois ça, toi, en tant que présidente de Spiders? Comment on fait évoluer les choses au sein même d'un beau studio qui fait des jeux? Voilà, comment on immisce ces graines, on va dire, de futur? C'est une problématique qu'on a depuis presque le début. Je crois que notre premier jeu qu'on a sorti, Faerie, en 2009 ou 2010, je sais plus, abordait déjà ces thématiques-là de manière... c'était au cœur du jeu. C'était un jeu qui était destiné plutôt à un public jeune, adolescent. Et c'était déjà dans le sujet. Et puis tous les jeux qu'on a fait depuis, sauf peut-être Foxman Man, mais c'était une commande, donc on va nous excuser là-dessus d'avoir été peut-être moins engagés, abordaient ces thématiques-là systématiquement, en fait, que ce soit Mars avec le parallèle où on se servait de la planète rouge pour faire un parallèle avec le fait avec ce que risquait de devenir la Terre si on faisait rien. Donc c'est clairement quelque chose qui nous tient à cœur. Effectivement, après au sein du studio, on essaye de mettre autant que possible en place des choses pour aussi réduire notre impact, aussi bien en utilisant effectivement des énergies renouvelables qu'en ayant les bacs de tri ou ce genre de choses. Mais j'ai envie de dire que ça, à l'échelle d'un petit studio, même si c'est bien de le faire, c'est un peu anecdotique. On essaye par contre, parce qu'effectivement il y a urgence en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, et je sais que beaucoup des salariés Spiders sont aussi tout aussi concernés que moi, voire peut-être même plus parfois sur certains sujets, c'est de pouvoir faire le lien. Et je crois que c'est là-dessus que le jeu vidéo a beaucoup à progresser. Le milieu du jeu vidéo en France, et là, ça s'est, je vais pas dire isolé, mais centré sur lui-même. On a finalement, mis à part quelques initiatives qui sont tout à fait à célébrer, assez peu d'échanges ouverts et où on apprend avec des scientifiques, avec des universitaires, où vraiment on essaie de créer des ponts et qui n'est pas forcément toujours destination de faire du jeu, mais qui puisse être simplement qui pour avoir des destinations de nous, être des gens meilleurs, plus ouverts à certaines choses, surtout mieux informés, et d'avoir des meilleurs outils pour concevoir d'autres choses et pour que ça nous donne des idées pour faire des jeux qui feront un meilleur futur ou pour faire de futurs meilleurs jeux. Je pense vraiment, et je m'en suis rendu compte en allant à l'étranger. Et c'est en travaillant avec, notamment en étant invité par une université suisse puis par une université estonienne, que je me suis rendu compte que dans ces autres pays, le pont est extrêmement logique, c'est tout à fait normal pour des universités hyper prestigieuses d'inviter des game designers pour discuter de différents sujets et de les faire participer avec des gens qui sont des sommités dans différents domaines. En France, je parle de ça il y a quelques années, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une expérience récente. En France, ça commence à se mettre en place et ça reste encore un peu pas toujours bien vu. Il y a certains décideurs qui vont traîner les pieds et c'est vraiment vraiment dommage en fait parce que je pense qu'on s'enrichit tous les uns les autres. Je pense qu'on a effectivement, que le jeu, le game design et toutes les possibilités énormes que portent les mécaniques de jeu, en termes de transmission, que ce soit des transmissions d'idées ou que ce soit des réactions que ça peut créer sont extrêmement puissantes et c'est dommage effectivement de ne pas imaginer comment elles peuvent servir en neurosciences, comment elles peuvent servir dans le domaine médical, comment elles peuvent servir pour l'éducation, comment elles peuvent servir pour changer le monde à différents niveaux et si possible en bien tant qu'à faire. Donc voilà.
Ça ne veut pas. Si vous avez déjà fait le pont entre le réalisme et le jeu, Seeds of Resilience, il y a beaucoup de réel. Juste en parler, sans cette immersion du réel dans le jeu vidéo et le fait qu'il s'impose. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a nécessité à rupture avec le modèle productiviste ou de, entre guillemets, jouer avec lui et de passer à une évolution? Pour moi, si ça passe par une rupture, elle sera difficilement imposée à quelqu'un, parce que c'est assez compliqué de marteler la conscience, avec des coups violents. Par contre, si je fais une analogie, je pose ma main là, je prends un gros marteau et je mets un gros coup. Donc j'ai très mal. Pourquoi? Parce que mes nerfs, ils sont connectés à mon cerveau et ils vont me donner une information comme quoi j'ai malmené certaines de mes cellules et je vais avoir une sensation de danger. Pour moi, la conscience, c'est le jour où nos nerfs dépassent de l'épiderme et viennent se connecter à d'autres nerfs, que ce soit des nerfs humains, des nerfs végétaux, animaux, donc tout l'ensemble du vivant qu'on a sur la planète. Et ce jour-là où on commence à ressentir dans nos tripes une douleur qui est autre, qui est portée par quelqu'un d'autre, qui est vécue par quelqu'un d'autre, là, on change. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que l'autre est un autre soi et qu'on n'a aucunement intérêt à se développer aux dépens de qui que ce soit. En fait, ça n'existe plus, l'idée de se développer aux dépens de... Ça, c'était une idée capitaliste qui était encore en vigueur il y a une trentaine d'années. Il y avait encore des restes de ça quand j'étais à mon école d'ingénieur il y a une dizaine d'années. Et là, même cette école a énormément changé par rapport à ce positionnement. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on est tous de la même équipe, qu'on est tous dans le même bateau qui coule. Et même si on se dit encore, je suis de l'équipe tribord et l'équipe bâbord, et voilà, s'il y a un trou dans le bateau, tout le monde coule. Donc c'est même pas la peine d'aller essayer de se dire, je vais aller à l'avant, à l'arrière, parce qu'il y a un bon plan. C'est tout le monde. Donc moi, je crois beaucoup en ça. Quand on est au bord du gouffre, nos sensations nous renseignent, nos sens sur l'urgence, et tout d'un coup on a des idées, on a une envie de bien faire, parce qu'en fait c'est ça aussi qui nous rend heureux. C'est pas quand on vole quelque chose à quelqu'un, que ce soit un privilège, une matière, ou que ce soit un objet qu'on a acheté pas cher. Enfin, c'est pas ça qui rend heureux. C'est ça. Sur le moment, on va se dire ok, j'ai économisé 5 €, je suis hyper content. Dans le fond, quand on se donne pour l'autre, là, il y a une vraie nourriture de bonheur. Il y a un vrai pas qui change, selon moi, qui fait des transformations à l'intérieur. Donc moi, je crois que le jour où justement nos nerfs se mettront à dépasser de l'épiderme jusqu'à comprendre que nos propres enfants sont pas forcément plus importants que les enfants qu'il y a à l'autre bout du monde, que eux aussi ils ont le droit d'avoir leur part de ressources, leur part d'énergie, qu'ils ont le droit d'être aimés par leurs parents, que voilà. Et ben là, ça va changer beaucoup. Merci. Même question. Est-ce que est-ce que le jeu vidéo peut rompre avec un modèle productiviste, enfin celui qu'on nous a montré à toutes et tous ici, et peut-être, suivant votre présentation, est-ce que le jeu vidéo peut être le média qui peut, entre guillemets, faire prendre conscience de ce danger, ce danger climatique dont on parle depuis le début de cette journée? Thanks. Yeah, I think it's a really interesting question. I think the answer is probably, like in terms of rupture and evolution, it's probably both, right? Some initiatives can be very radical, very sort of boundary breaking, and I think provocative and willfully controversial, because I think that's quite powerful. Like games have a long history of being very controversial. Think of GTA, think of Mortal Kombat, Doom, right? I remember seeing Carmageddon on the news as a child, and I think there's a lot of power in playful, devilish, goblin-like controversy and challenge to the sort of current systems. But I think it's also true that it can be done in a much softer way, in a much more connective way, and much more about connecting and sharing with others as well. I think that all these pathways are important. But I do feel like right now, for instance, Carina's been looking at hundreds of games around climate change from
developers all around the world, and they follow fairly similar models of awareness raising, very gentle awareness raising that are about teaching someone something specific. And that's really the dominant model in which people are thinking about games for change. I mean, lots of people, not everyone, obviously. And I think that a bigger diversity in terms of those pathways would be interesting to pursue. So I think games can. I am also very pessimistic about the game sector as well. Like it's a really problematic industry that is very hard to change, right? And gets worse in many ways. So answer is yes, no, and everything, I guess. Yeah. Merci, merci à vous quatre. Est-ce que vous avez des questions? Si tu permets, juste, j'aimerais juste poursuivre, rajouter un tout petit mot par rapport à ta question sur déjà, c'est pas forcément important que le jeu vidéo soit le média. En fait, si on doit bosser avec les autres, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que le jeu vidéo existe que le cinéma ou les livres vont disparaître. Et il faut pas d'ailleurs. Enfin, c'est un tout et on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on puisse, par contre, servir à quelque chose et qu'on ait un impact. Mais je pense que la première chose à faire, si on veut que les jeux changent, c'est d'accepter que les jeux soient politiques. En fait, je suis désolée de le dire parce que je sais que c'est un peu un mot qui fâche un peu dans l'industrie, surtout en France, mais enfin, les jeux vidéo, comme d'ailleurs tous les arts, sont porteurs de politique et il faut accepter ça. Si on veut que du coup ils puissent avoir un impact, il faut endosser cet aspect-là. La politique, c'est pas sale, c'est comme le sexe, ça n'a absolument rien de sale, et surtout parce que tout est politique dans la société. Et donc à partir du moment où on accepte ce fait-là et qu'on accepte de porter l'impact politique que peuvent avoir les jeux, ça ira déjà beaucoup mieux. On sera un petit peu moins hypocrite et un petit peu moins, on va dire, dans la difficulté à assumer ce qu'on fait. Est-ce qu'il est allumé? S'il est allumé, c'est bon. Oui. Bonsoir, merci pour ces présentations. Moi, j'ai une question parce que ça fait du coup plusieurs jours que j'entends parler du message qui est passé par les jeux et en fait un peu de l'importance de le rendre explicite. Et comme on parlait de GTA par exemple, c'est des messages qui sont passés plus par le joueur et dans un comportement extrême et en fait comprend lui-même que ce qu'il fait c'est pas forcément bien et le message passe de cette manière. Est-ce qu'on est obligé forcément de faire des messages qui disent oh là là regardez ça c'est mal, ou est-ce qu'on peut laisser, est-ce que c'est pas non plus possible de faire complètement l'inverse et de laisser le joueur en fait lui-même réaliser que tel ou tel comportement n'est pas bien et est destructeur sans forcément le tenir par la main et le lui montrer explicitement? Je pense que c'est le cas de déjà un certain nombre de jeux. En fait, il y a des jeux où, notamment les jeux environnementaux, où on doit effectivement construire son environnement, etc. Il y en a un certain nombre où on se rend compte au bout d'un moment que, notamment si on joue à Cities of Resilience, qui est un excellent jeu que je vous conseille, un peu difficile. Moi, j'ai adoré, mais je sais que voilà. Au bout d'un moment, si on coupe tous les arbres, il y a plus d'arbres. Et c'est pas mal ou bien, c'est juste il y a plus d'arbres, donc on peut plus construire. Il n'y a pas forcément besoin de faire la morale aux gens, effectivement. Et en général, de toute façon, ce qui marche le mieux quand on veut transmettre un message au joueur, c'est de le transmettre à travers les mécaniques de jeu et pas en lui disant attention, c'est mal ce que tu fais. Bon, après, on peut faire du Star Wars et permettre aussi bien aux gens de jouer des Sith que des Jedi, et ça peut être très fun et c'est pas grave, et de temps en temps, il faut le faire. Mais il y a d'autres moyens de transmettre des messages, et le premier moyen du game designer, ça doit être les mécaniques de jeu. C'est même pas l'histoire qu'on rajoute par-dessus. Une mécanique de jeu qui est tournée autour de la collection, qui est tournée autour de va pas raconter la même chose qu'une mécanique de jeu qui va être centrée autour de la construction, type sandbox, ou est encore vraiment très très différent d'un jeu qui va être hyper compétitif. Si le but du jeu, d'un jeu que je vais pas citer, c'est de tuer tous les autres pour être le dernier survivant, ça transmet pas la même chose en termes de message que si le but du jeu c'est de protéger un autre personnage pour pouvoir réussir à progresser à travers un environnement. Les deux jeux existent et tous les deux transmettent des messages fondamentaux très très différents, avant même de parler de l'histoire qui les enrobe, de l'univers dans lequel ça se passe, etc. On parle juste de mécanique. Alors, je vais poser une question qui est peut-être un petit peu crue ou radicale, selon, mais je me la pose vraiment depuis ce matin. On sait qu'on va devoir réduire drastiquement nos émissions de CO2 et nos consommations de ressources primaires. Les technologies numériques utilisent beaucoup de ces ressources-là. On n'arrive pas non plus à recycler la plupart de nos appareils à l'heure actuelle. Donc, plus largement, on peut considérer que le numérique
est une sorte de ressource non renouvelable. Et de fait, on va sans doute devoir réduire drastiquement notre utilisation des technologies numériques de manière générale, et donc prioriser l'utilisation de ces technologies. Le jeu vidéo étant... Enfin, on pourrait considérer en tout cas au premier abord que le jeu vidéo c'est du divertissement, donc c'est pas forcément une utilisation essentielle ou primordiale de ces technologies, donc que ça passe pas en priorité. Est-ce que c'est des questions qui vous parlent? Est-ce que un éventuel arrêt de l'industrie du jeu vidéo, ou en tout cas un revirement vers une sobriété assez radicale de la filière, c'est quelque chose que, je sais pas, qui vous parle, qui a du sens pour vous? Qui souhaite un autre, si tu veux, vas-y. Ouais. Salut. Oui, donc complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc on pourrait tout arrêter, mais ça serait quand même très dommage, étant donné que le jeu vidéo est vraiment peut-être le média qui est le plus puissant pour faire comprendre aux gens les systèmes complexes, permettre de s'investir vraiment dans les expériences. Et du coup, comme je ne sais plus qui en parlait un peu plus tôt aujourd'hui, si on se privait de jeux vidéo aujourd'hui, on se priverait de cette possibilité de faire passer un message. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre responsabilité à nous tous dans l'industrie de montrer que le jeu vidéo peut avoir ce pouvoir-là et que ce n'est pas seulement de l'entertainment. Du point de vue de la réduction de l'impact carbone, il y a aussi énormément de choses que les développeurs peuvent faire pour, entre autres, donner aux joueurs les moyens de diminuer lui-même son impact carbone. On parle beaucoup d'ajouter des modes économiques alternatifs, par exemple sur les consoles ou les PC qui brideraient la résolution ou le framerate à certains niveaux. C'est ce qui est c'est ce qui se passe déjà sur les mobiles, par exemple, parce que sur mobile, économiser l'énergie est très important pour économiser la batterie. Et maintenant, on commence à voir ça même dans les discussions de joueurs PC, depuis l'apparition du Steam Deck. Donc le Steam Deck, c'est une console portable qui permet de jouer à des jeux PC. Donc on a des joueurs PC convaincus qui ont toujours cherché à maximiser leur graphisme et tout ça, qui commencent d'un coup à se demander comment est-ce qu'ils réduisent leur propre consommation pour réussir à faire tenir leur console un peu plus longtemps. Et du coup, dans ce contexte où on voit depuis quelques jours qu'on nous incite à la sobriété énergétique, je pense que les joueurs vont naturellement arriver à se demander de plus en plus comment est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire leurs propres émissions, et que du coup c'est à nous de leur donner ces moyens. On peut penser aussi par exemple quand on joue un jeu PC, on a aujourd'hui dans les options graphiques une jauge de VRAM qui nous permet de visuellement voir l'impact sur la mémoire visuelle de chacune de nos options graphiques. On pourrait imaginer le même genre de jauge qui permet aux joueurs de visualiser pour chaque option combien de kilowattheures ça va utiliser, ou quel est le grammage de carbone que chaque option peut utiliser par heure de jeu selon son mix énergétique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de ce côté-là, et je suis convaincu que c'est vraiment le genre d'innovation vers quoi on va aller ces prochaines années. Je réagis aussi. Je pense que de nombreuses filières devront organiser leur propre déclin. Ça sera moins dur, on tombera de moins haut. Et ce qui va changer, c'est surtout la proportion dans notre propre vie de ces métiers. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, j'ai fait de l'animation auprès des jeunes, j'ai fait des jeux en bois, j'avais une entreprise de jeux en bois à un moment, je faisais les marchés à vélo, après on a fait Seeds of Resilience, et puis là, j'ai racheté une vieille machine toute pourrie et je l'ai factorisée en un truc qui tient sur remorque. Donc ça fait déjà 4 activités différentes, et je pense que ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, l'humain est fondamentalement ressource, il est créateur. Si on se connecte, si on choisit de se dire ok, j'accepte le défi, j'y vais, j'ai confiance, tout le reste ça vient sur le chemin une fois qu'on s'est mis en mouvement. Encore une fois, je le redis parce que ça c'est vraiment important, c'est pas une question de compétences, les compétences on les trouve quand on en a besoin sur le chemin, que
qu'à un moment donné on soit bloqué parce qu'il faut forger une pièce ou travailler un peu le bois pour réparer une porte ou construire une maison pour mettre à l'abri des gens qu'on aime, il y a un moment donné où le cerveau est fait pour éveiller la curiosité, apprendre du monde qui l'entoure, regarder, dès qu'on ouvre un nouveau dossier en fait, tout ce qu'on va voir dans le monde va nourrir ce dossier. Qu'on le veuille ou non même, ça se fait vraiment tout seul. Et donc on va voir comment les autres ont fait pour résoudre des problématiques, pour que la pluie ne tombe pas sur la tête des gens, pour que les routes soient droites, j'en sais rien, pour que la roue elle tourne sans avoir à la changer toutes les 5 minutes. Une fois qu'on éveille ces curiosités, les informations viennent et on avance. Voilà. Je pense qu'on va devenir multiples, on va devenir pluriel dans nos activités. Et c'est ça qui va en donner le fond. Parce que tout d'un coup, en fait, c'est hyper compliqué d'être moralisateur, et qui serais-je pour le faire? Je suis très moralisateur par rapport à moi-même, et donc je vais m'imposer mes propres rythmes, mes propres défis, mais c'est très difficile d'aller imposer ça à quiconque, parce que déjà on a des points de sensibilité très différents. Il y en a pour qui l'important, le fondamental, c'est de produire de l'énergie propre pour demain. Moi, mon fondamental, et je suis câblé comme ça, c'est d'aller proposer des matériaux pour construire propre demain, pour que dans 200 ans on construise pas sur des décharges. Mais on a tous des points de sensibilité différents, et je demande pas à ce que tout le monde bosse avec moi sur ces matériaux. Moi j'ai ça, et tout le monde a ses propres informations. Ce qu'il faut, c'est juste l'audace de suivre chacun ses propres chemins. Et là on aura quelque chose de vraiment fonctionnel demain, je pense, et de plus nourrissant profondément. C'était à la fois une remarque, j'aurais bien aimé avoir vos différents avis en fait sur ce sujet-là, mais c'est le nerf de la guerre. Je vois dans les studios, quand on est à l'intérieur, dans les gros studios, il y a toujours ce combat avec le marketing. Quand on n'est pas dans les studios, il y a ce combat pour obtenir le financement. Je me suis confronté au second, de savoir à quoi on avait le droit quand on avait une idée, qu'est-ce qu'on peut obtenir quand on demande au CSA, enfin pas au CSA, au CNC ou à l'Europe. J'ai toujours vu des conditions complètement aberrantes, ou complètement dingues, avoir une équipe de 40 personnes, avoir déjà vendu un jeu avec succès, etc. Ce sujet-là, il va jusqu'aux études, puisque, comme le disait Jeanne, on a ce problème qu'aujourd'hui, il y a peut-être 1 ou 2 écoles publiques sur le jeu vidéo et tout le reste, c'est du privé. Est-ce que aussi le combat, ça va aussi sur l'écologie, mais ça va aussi bien sur le sexisme dans le jeu vidéo, dans les représentations des différentes minorités, tous ces sujets-là. Est-ce que le premier combat serait pas peut-être de changer économiquement l'industrie sur ces aspects-là, en fait? Comme ça, j'avais une question d'ouverture pour la dernière question. Alors, je suis effectivement pour que économiquement, du point de vue des études, ça change, c'est sûr, parce que si on a créé la bourse jeux vidéo, il est certain que c'était parce que on voulait qu'il y ait plus de diversité sociale parmi les développeurs. On veut pas que ça devienne un milieu qui soit uniquement aux mains de gens qui ont, on va dire, eu un parcours protégé. On veut que ce soit, que ça reste un lieu créatif dont puissent s'emparer toutes les personnes qui ont envie de s'en emparer et qui ont quelque chose à dire. Donc clairement, à travers la bourse, moi je suis pour qu'il y ait plus d'écoles publiques, je suis pour que des universités puissent proposer plus de formations de ce type-là. On essaye d'alerter un peu les politiques à ce sujet-là. On n'est pas toujours très écouté, ou alors on nous dit qu'il n'y a pas toujours le budget. Enfin, c'est pas toujours très très simple là-dessus, mais on n'abandonne pas le combat. La bourse, c'est qu'une étape pour nous et qu'on essaye, évidemment qu'on compte continuer aussi longtemps que possible, mais clairement, on veut vraiment faire en sorte que l'éducation et l'accès aux jeux vidéo soient le plus ouvert possible et surtout le plus diversifié possible. Après, pour ce qui est du sujet économique, du fonctionnement des entreprises, je pense qu'il paraît difficile de changer le système uniquement du jeu vidéo sans changer tout le système social. Alors, je suis pas contre, mais il y a du boulot. Juste, le dernier mot, the last word. Yeah, just
just a quick reaction to that. I just think that there's a lot of opportunities outside of the regular world of games funding and publishing. As someone who comes from sustainability, I think that there's lots of opportunities to get support from people who don't really know the power of games yet, and that could be educated about this. You know, the funders and policymakers of all stripes that are currently. When I tell people how big the game industry is, if they don't play games, people they really don't know. They don't know it's bigger than film. They don't know. Right? And they don't know that it can be so impactful potentially, nor do they know any of the problems. But okay, so I think that there's a real opportunity to reach out and to reach beyond the world of games in terms of support for education, for development, for publishing, for everything.